Mesdames et messieurs, bonjour à nouveau et bienvenue justement sur ce plateau du duel ce dimanche 3 août 2025. Ce rendez-vous qui sera donc entièrement dédié à un homme, à sa parole et à la fin d'un cycle politique. Les projecteurs sont braqués sur les déclarations du chef de l'État, le président Patrice Talon. L'espace de quelques jours, ces propos qui ont suscité justement de vifs débats dans l'opinion publique. Deux phrases en particulier ont marqué les esprits. D'abord, il s'agit donc de cette déclaration forte, presque testamentaire, si on peut s'exprimer ainsi. Personne ne peut m'attacher au fauteuil présidentiel. Je m'en vais. Ah oui, est-ce une simple affirmation de son départ ou une phrase qui restera gravée dans l'histoire, symbole d'une transition démocratique apaisée? Quel enseignement justement pouvons-nous en tirer sur son héritage et sa vision de la gouvernance ici sur ce plateau? On tentera de répondre à ces quelques interrogations. Et puis il y a eu ces mots plus inattendus prononcés à la fin du défilé du 1er août 2025, donc le vendredi dernier, des excuses pour ce qu'il aurait pu mal faire. Également, il s'agit-il d'un geste de réconciliation, d'une reconnaissance de ses insuffisances ou d'une manœuvre politique? Comment interpréter en tout cas cette marque d'humilité à l'heure du bilan? Mesdames et messieurs, ces deux sujets qui peuvent sembler distincts sont en réalité les deux facettes d'une même question. Qui est le bilan de ce mandat et quel est le message laissé par le chef de l'État à la veille de son départ? Pour en débattre, mesdames et messieurs, nous avons pour confronter aussi les interprétations et les analyses. Nous recevons pour vous sur ce plateau aujourd'hui Lukman Tidjani. Lukman Tidjani, il est membre du parti Bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle, lui qui défendra le bilan et la vision du gouvernement. Présent ici sur ce plateau, nous allons donc devoir l'accueillir. Lukman Tidjani, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux amis téléspectateurs. Merci de vous rendre disponible pour nous ce dimanche matin. C'est pour moi. Alors, en face de lui, Irénée Dossavi-Yovo, c'est un ingénieur statisticien. Il est membre de la cellule de communication du parti de l'opposition, les démocrates. Irénée Dossavi-Yovo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur Lukman. Bonjour aux téléspectateurs de iTélé. Bonjour à nos concitoyens. Merci infiniment pour votre disponibilité aussi ce matin. Je disais, mesdames et messieurs, depuis la veille du 1er août 2025, les mots du chef de l'État résonnent comme une affirmation solennelle de son départ imminent. La phrase « Oui, personne ne peut m'attacher au fauteuil présidentiel, je m'en vais » a fait le tour du pays et a suscité de multiples interprétations. Est-ce un simple rappel de la fin de son mandat? Une déclaration forte qui restera dans l'histoire? On en parlera ici, mesdames et messieurs. Et nous allons donc nous adresser à vous en un premier, Irénée Dossavi Yovo sur ce plateau. Cette phrase est perçue comme un geste fort. Est-ce que ne devrait-on pas y voir un respect pour les institutions et la Constitution plutôt qu'une simple déclaration politique? Merci. Je crois que je vais profiter de votre micro pour remercier iTélé qui quand même fait un effort en matière d'animation de la vie politique qui permet à l'opposition de venir dire ses propositions, de venir formuler des recommandations au régime en place. Personne ne peut m'attacher au fauteuil présidentiel, je m'en vais. Est-ce une phrase forte qui restera longtemps dans les annales du pays? Eh bien non. Oui, eh bien non. Il s'agit là d'un non-lieu ou d'un non-événement. Je vais argumenter autour de deux points. Le président Talon a toujours clamé partout qu'il est un légaliste, attaché au test. Et je crois que c'est un épisode triste de notre ère du renouveau démocratique d'avoir eu un parlement monocolore qui a permis de mettre en place un certain nombre de lois qui permettent au président Patrice Talon actuellement d'asseoir sa gouvernance que nous subissons tous. Ces lois sont là et donc l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, dit-on. Le président Patrice Talon, dans son projet de révision constitutionnelle, au niveau de l'article 42, alinéa 2 de la Constitution, dit en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats à vie. Je l'interprète. Donc ça veut dire qu'en réalité, le président de la République, peu importe sa parole, il est au soir du mandat, il égrène ces quelques jours à la tête de la magistrature suprême. Et qu'est-ce qui pourrait emmener une telle phrase? Est-ce que c'est des turiféraires du régime qui sont dans la logique de vouloir obliger le président de la République à remplir
Ce sont autant d'interrogations que se pose le peuple. Vous ne restez pas sans savoir que dans l'opinion se distille en tout cas de telles idées selon laquelle le président Patrice Talon cherche à s'éterniser. Écoutez, monsieur le journaliste, en réalité c'est de cela qu'il s'agit. La Constitution est claire. Nul ne peut faire plus de 2 mandats. Le président de la République est au soir de son dernier mandat. Et donc, il n'a pas vocation à vouloir préciser au peuple que, attention, personne ne peut m'attacher au fauteuil présidentiel. Ça montre en réalité que dans les géoles du pouvoir, peut-être cette discussion est au rendez-vous, ou des soutiens sont dans la logique en fait de dire au chef, bon, est-ce que nous n'allons pas continuer avec vous? Donc, c'est peut-être dans cette logique qu'il se met en voulant affirmer au peuple que personne ne l'attachera au fauteuil présidentiel. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que le président Talon a tout intérêt à nous livrer les artisans de ces idées-là. Ce sont des ennemis du peuple. C'est ce que vous supposez. Ce sont des ennemis du peuple. C'est une déclaration du chef de l'État qui n'a été argumentée en aucun cas selon ce qu'il y a des gens peut-être en dessous qui le poussent peut-être à aller à ce point, comme vous le dites. Monsieur le journaliste, j'ai dit tout à l'heure que je vais orienter ma discussion autour de 2 points. Voici le premier point que je viens d'exposer. Le second point, c'est que le président Talon est en quête de crédibilité auprès du peuple. Ah bon? Oui, vous savez, le président a toujours dit une chose et a toujours fait son contraire. Vous vous souvenez du 6 avril 2016, le président, en toute solennité, a dit à la face du monde qu'il fera de son mandat unique une exigence morale. Et il va plus loin en disant que même si son projet de révision constitutionnelle sur le mandat de 7 ans ne marchait pas, qu'il fera les 5 ans pour montrer aux concitoyens qu'on peut faire le job en 5 ans. C'est un problème. Il est revenu là-dessus. Un deuxième argument par lequel je vais étayer mon raisonnement, c'est que le président Talon en 2021 a fait une tournée magnanime. Il a circulé dans les 77 communes du Bénin et au cours de sa promenade, je dirais, ou bien au cours de sa rencontre avec les populations, il a clamé un peu partout que le Parti des démocrates ira aux élections. En 2021. Mais à l'arrivée, nous avions vu, au contraire, notre candidat est emprisonné, les candidats de l'opposition sont emprisonnés, d'autres ont fui, ainsi de suite. Donc, je prends ça comme une quête de crédibilité, mais il doit aller au-delà de ça. C'est-à-dire que la Constitution est claire, nous savons qu'il est au soir de son mandat. Nous, au sein de l'opposition, nous n'avons pas de complexe là-dessus, même si, par inadvertance, il y a un doute à cause de la personnalité du président de la République qui, parfois, dit une chose et après prouve le contraire. Irénée Dossavi, merci pour cette première prise de parole sur ce plateau. Lukman Tidjane, nous revenons à vous. Vous avez suivi tout de suite Irénée Dossavi, à qui nous avons plutôt posé une première question sur ce plateau. Cette déclaration du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour vous, qu'est-ce qu'on peut justement comprendre à travers? Merci. Je pense que cette déclaration du chef de l'État a le mérite d'enlever le doute que M. Dossavi Yovo et ses alliés, à un moment donné, avaient sur l'ambition ou la volonté réelle du chef de l'État d'aller dans la démarche de l'alternance. Cette déclaration, il ne faut pas l'oublier, s'inscrit aussi dans une série d'actes et de déclarations que le chef de l'État a eu à faire depuis un certain nombre d'années pour réaffirmer son attachement au principe d'alternance au pouvoir, mais réaffirmer aussi sa volonté de ne pas faire comme nous l'avons vu ailleurs, comme certains ont tenté aussi à la fin de leur mandat il y a quelques années, de faire des gymnastiques politiques ou des gymnastiques constitutionnelles pour pouvoir briguer un mandat supplémentaire. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État est dans une dynamique de rassurer les gens, de dire à ceux qui doutent ou ceux qui le soupçonnent, peut-être au regard de sa fermeté, au regard de la dynamique ou de la posture politique de gouvernance que nous avons prise depuis un certain nombre d'années et qui se renforce à quelques mois des élections. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le doute que les gens ou nos amis d'en face ont, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'à quelques mois des élections, le chef de l'État est toujours attaché à la performance gouvernementale, aux actions de gouvernance plutôt qu'aux calculs politiciens et aux calculs électoraux.
Et c'est peut-être ça qui suscite le doute au niveau de nos amis. Une fois que ce doute est levé aujourd'hui, je pense que cela nous permet, au-delà de la personne du chef de l'État, de nous mettre dans cette dynamique et de dire que notre héritage démocratique se consolide davantage, que notre maturité politique et que l'attachement de tous les hommes de ce pays à une alternance au pouvoir est d'une manière ou d'une autre attaché. On l'a dit tout à l'heure, j'ai entendu mon ami dire tout à l'heure que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Dans la lignée du président Mathieu Kérékou et dans la lignée du président Boni Yahi, nous avons aujourd'hui le président Thomas et le président Patrice Talon qui va finir ses 2 mandats et partir. Oui. C'est un signal fort que nous lançons aussi au reste du monde. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois, quelques années, des chefs d'État voisins belliqueux qui voudront justifier leur posture belliqueuse avec le président Patrice Talon l'ont accusé sur les médias nationaux, sur les médias internationaux. Cette accusation a été même soutenue par un certain nombre d'acteurs politiques et même sociaux qui soutiennent ou qui sont proches de nos amis de l'opposition, en disant que c'est dans une tentative de s'éterniser au pouvoir que le président Patrice Talon rentre dans une posture que ses alliés ne comprennent pas. Aujourd'hui, il faut en être fier, au-delà de la personne du président Patrice Talon. C'est pour chacun d'entre nous, c'est pour l'ensemble des Béninois. Le bilan parle aujourd'hui, les acquis sont là, nous reviendrons peut-être sur ça. Oui, nous allons véritablement revenir sur ces acquis dans la suite de ce débat. Tout à l'heure, vous avez suivi Irénée qui disait, oui, que le chef de l'État, c'est-à-dire le 6 avril, a sa prise de pouvoir, a parlé haut et fort, a clamé haut et fort d'un mandat unique, mais qui par la suite, compte tenu justement de l'évolution, les fait revenus une seconde fois. Est-ce que jusque-là, vous ne voyez pas que c'est toujours dans la droite ligne, de façon constitutionnelle, il reste toujours... oui, en conformité avec ce que prescrit la Constitution. Oui, moi je reste dans la dynamique de la solennité du serment que le président Patrice Talon a prêté. Le serment qu'il a prêté, c'est de respecter la Constitution. Voilà. Et il a prêté en 2016. En 2019, il y a eu une modification constitutionnelle. En 2021, il a prêté le serment de respecter la Constitution. Je ne veux pas faire l'exercice de la balance de la parole donnée ou du serment prêté. Quoique, il y a quelques jours, juste ironiquement, vous avez vu un chef d'État de la sous-région qui a justifié d'une manière ou d'une autre qu'à l'épreuve du devoir ou de la responsabilité morale vis-à-vis de son peuple, une parole donnée peut d'une manière ou d'une autre être mise à rude épreuve. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans le sens du respect d'un serment qui a été fait devant la Constitution. En 2016, le chef d'État a fait le serment de respecter la Constitution. En 2021, il a fait le serment de respecter la Constitution. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce serment de respect de la Constitution, qui établit d'une manière ou d'une autre la limitation des pouvoirs à 2 mandats, que ce serment-là aujourd'hui ne soit pas respecté. Je voudrais qu'au-delà de ce discours plus ou moins stratégique, partisan, politique, que nous avons autour d'une parole ou d'une promesse de mandat unique de 5 ou de 7 ans, qui visiblement n'a pas été faite, à l'épreuve de l'exercice, parce qu'il a avoué quelque part aussi, qu'il a reconnu que dans l'exercice, c'était pour lui une erreur de penser qu'en un mandat, on pouvait faire le job. Aujourd'hui, on n'est pas dans la posture de penser, mais on est dans la posture de respecter un acquis, de respecter des principes et des valeurs démocratiques. Et je pense que c'est vers cela que nous devons beaucoup plus orienter aujourd'hui notre satisfaction morale, notre satisfaction politique. Merci. Alors, Irénée Dossavi-Yovo, et pour vous, qu'est-ce qui, en tout cas, vous fait dire tout simplement que oui, que cette phrase ne mérite pas justement d'être gravée à jamais, parce que ça sort, en tout cas, de la bouche d'un chef d'État. Ok, je m'en voudrais de ne pas revenir sur quelques points de mon ami Loukman. La preuve d'attachement au pouvoir depuis l'ère du renouveau démocratique, c'est aujourd'hui que le peuple a beaucoup plus de doutes. Pourquoi? Parce que on sait que des lois sont taillées sur mesure, des lois portables pour un camp, pas pour l'autre. Et donc c'est ça qui fait qu'il y a autant de doutes qui subsistent. En réalité, la preuve d'attachement au pouvoir, comme il a si bien dit, en citant en exemple un chef d'État étranger qui parle de sens du devoir, mais c'est dangereux. C'est un cas qui ne devrait pas faire école. Ah bon? Oui, c'est regrettable. C'est-à-dire, un homme qui a perdu la crédibilité de sa parole a tout perdu.
autant pour un homme politique qui a perdu la crédibilité de sa parole. Quels sont les enseignements qu'on veut laisser à nous, jeunes de la classe politique? Dire une chose aujourd'hui et revenir dire après demain autre chose, ce n'est pas bien séant. Il faut que nos aînés politiques puissent tirer leçon de ça et que cela puisse changer à l'avenir. Et autant de doutes, parce que c'est la personnalité du chef de l'État qui nous a habitués à dire une chose et à faire son contraire. Est-ce que vous avez aussi, en dehors de cet exemple que vous avez cité tout à l'heure, d'autres exemples, en tout cas, qui vous font croire justement en ces propos que vous tenez sur ce plateau? Naturellement, vous savez, le tristement célèbre Parlement de la 8e législature a voté un ensemble de lois qui, à l'arrivée, quand c'est bon pour le président de la République et ses sbires de la mouvance, on applique allègrement. Je vais prendre 2 exemples pour étayer mon argumentaire. Oui. La loi portant financement des partis politiques. On est d'accord, cette loi a été votée en 2019. Le parti Les Démocrates étaient absents. Les autres ont continué à bénéficier du financement public jusqu'en 2023 où le parti Les Démocrates est venu à participer aux élections et a eu des élus et donc éligibles à ce financement-là. Depuis 2023 où on a donné le financement à tous les partis, 2024, 2025, on tire vers la fin, 2026. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que une loi qu'on a votée soi-même, que l'on ne puisse pas l'appliquer? C'est un problème. La loi portant statut de l'opposition. Mais il y a eu des déclarations d'appartenance à l'opposition, formelles. Et la loi dispose de qui doit avoir le statut de chef de file de l'opposition. Qu'est-ce que nous constatons, monsieur le journaliste, monsieur Loukman, à l'épreuve de fait? Ce n'est pas appliqué. Je voudrais, parce que peut-être le président de la République prend les voix critiques comme une posture pour le décourager, alors que ce n'est pas ça. Nous sommes là pour l'accompagner, pour que sa gouvernance soit exemplaire. Si ses soutiens de la mouvance se mettent également dans la danse et lui disent souvent: ah, monsieur le président de la République, ce que nous faisons là, ce n'est pas bon. Je crois qu'il va accorder un crédit à ça et pourra beaucoup plus changer. Ce n'est pas bien. Les lois qu'on a soi-même pilotées, votées et promulguées, il faut que l'on soit capable de les assumer. C'est là que le doute là, c'est là que ça subsiste. Oui, Loukman Tidjani. Oui, je voudrais juste rappeler à mon ami que il y a quelques années, quelqu'un nous avait promis que lorsqu'il quitterait le pouvoir, il allait se reposer et qu'il se retrouverait à l'église, parler de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il n'est pas au repos, il est dans l'activisme politique. Donc, le sens de la parole donnée, comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre d'impondérables qui, malheureusement, peuvent amener à ce qu'à un moment donné, on puisse rebiffer. Ce n'est pas des cas d'école, mais ça peut arriver. Mais le respect du serment vaut plus que le respect d'une parole donnée. Je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, ce n'est pas des cas qu'il faut amener, mais vous êtes aussi comme moi dans la sphère politique, vous êtes dans la vie active, qu'il arrive que l'on fasse des promesses, mais qu'avec des facteurs qui ne sont pas en notre considération, nous puissions d'une manière ou d'une autre rebiffer à cela. Aujourd'hui, les facteurs que nous avons, c'est un serment constitutionnel. Pour ce qui concerne le doute, je suis de ceux qui ont une crainte. Une crainte parce que nous voyons un feu qui est allumé, un feu qui nous permet d'amorcer notre développement, comme je le dis à certains amis, en pilotage automatique. C'est pour dire que nous avons des acquis, nous avons révélé davantage le Bénin, nous avons opéré des réformes douloureuses pour vous, des réformes douloureuses pour les partis de la mouvance aussi, des réformes qui sont aussi douloureuses pour le peuple béninois. Et nous savons que cela a été fait parce qu'au sommet de l'État, il y a eu un leadership. Il y a eu une ténacité. Il y a eu quelqu'un qui a fait preuve de fermeté en étant focus sur l'objectif, tout en ne s'éloignant pas de ce qui était la vision Bénin à la FIA 2025. Il ne faut pas l'oublier. Et le doute, la crainte que nous avons aujourd'hui, c'est de se dire, ce feu-là, cette flamme que nous avons allumée, est-ce que nous avons aujourd'hui au sein de la classe politique, au sein des acteurs politiques, quelqu'un capable de maintenir cette flamme, de maintenir ce feu, de l'activer? C'est en cela que le chef de l'État vient de dire, et j'aurais été à sa place, j'ajouterais, que rien ou personne ne m'attacherait au fauteuil présidentiel. Parce que
je suis d'accord avec vous que au niveau de la population, pas seulement des territoires de pouvoir, au niveau de la population, des gens se posent la question de savoir si Patrice Talon s'en va, est-ce que celui qui viendra pourra faire autant que lui? Si Patrice s'en va, est-ce que les chantiers qui sont ouverts vont continuer à être mis en œuvre ou les projets? Il y a cette crainte-là aujourd'hui. Parce que les gens ont vu faire ailleurs, les gens ont vu faire par le passé. Les gens ont compris que d'un gouvernement ventilateur, d'une démocratie dite Nescafé, nous sommes aujourd'hui dans une prospection, dans une planification à long terme de développement. Nous sommes dans une gouvernance de rigueur pragmatique qui donne aujourd'hui des résultats, qui a aujourd'hui un acquis. Et les gens se disent, avec les acteurs politiques qui crient, qui aspirent aujourd'hui au fauteuil présidentiel, est-ce qu'ils sont en mesure d'une manière ou d'une autre de rassurer? Est-ce qu'ils sont en mesure de consolider ces acquis-là? Donc ce n'est pas la crainte de ce que Patrice Talon parte. Parce que Patrice Talon l'a dit à l'international. Il l'a dit sur le territoire national. Il a dit devant des jeunes de la sous-région. Vous vous souvenez, le forum, le colloque international de la jeunesse sur l'alternance, où il a osé prendre le bâton de l'alternance et a fait une déclaration forte en disant « Je passerai ce bâton-là à mon successeur en 2026 ». Ça veut dire que ce n'est plus la crainte de voir Patrice Talon partir. La crainte, la volonté de partir est là. La volonté de léguer un héritage, de passer le flambeau est là. Mais la crainte que beaucoup de citoyens ont, et que Patrice Talon a essayé d'une manière ou d'une autre de battre en brèche au moment de la rencontre avec cette jeunesse-là, c'est de dire, je m'en vais, mais j'ai laissé des acquis. J'ai laissé un héritage. C'est à vous, chers jeunes, de faire preuve de vigilance politique, de faire preuve de vigilance démocratique pour que ces acquis-là, après moi, ça ne soit pas le déluge. Après moi, ça ne soit pas le chaos. Et c'est sur ça qu'aujourd'hui, que nos amis de l'opposition doivent aujourd'hui parler, rassurer le peuple et montrer au peuple qu'ils sont capables. Pas en disant Patrice Talon n'a pas fait ci, Patrice Talon a fait ci, Patrice Talon ça. Aujourd'hui, ce dont le peuple a besoin de savoir, c'est de savoir Patrice Talon s'en va en 2026. Qu'est-ce qu'au niveau de l'opposition, au niveau des acteurs politiques et même des partis politiques de la mouvance, qui veulent être dans la dynamique de la continuité, ou ceux qui pensent d'une manière ou d'une autre que l'alternance, c'est eux qui doivent venir, qu'est-ce qu'ils proposent de nouveau? Comment est-ce qu'ils enlèvent ce doute, cette crainte dans la tête de nous en disant les acquis que nous avons aujourd'hui, nous les préserverons. Les failles qu'il y a dans cette gouvernance, Patrice Talon l'a dit, dans sa gouvernance, il y a peut-être des failles. Relever ces failles-là et proposer des trucs pour ces failles pour que le peuple soit rassuré. Parce que j'ai vu au 1er août, quand le chef de l'État passait, vous avez vu dans le regard de nos concitoyens, c'est la sensation de voir quelqu'un qui a rassuré, quelqu'un qui a changé notre mentalité, quelqu'un qui nous a donné la satisfaction d'être béninois, quelqu'un qui nous a aidé ensemble à révéler notre pays en train de partir. On se dit, s'il s'en va, qu'est-ce que ça va être? Et il vous dit, moi je vais partir. Je m'en irai, je suis vieux, je suis fatigué, je vais partir. Et il a dit, j'ai donné le meilleur de moi. J'ai donné au-delà de mes potentialités. J'ai peut-être fait des erreurs, on reviendra sur ça. Mais j'ai peut-être fait des erreurs, mais je pense qu'il est temps pour moi de laisser le flambeau, de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'obsession pour le pouvoir. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on attend des autres aujourd'hui, c'est pas de revenir sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, des actes ou des paramètres. C'est de rassurer aujourd'hui les Béninois en quoi nous sommes capables, au-delà de Patrice Talon, de préserver les acquis et de rester dans cette dynamique de développement économique. Merci à vous. Et René Dosavi-Yovo, est-ce que vous ne voyez pas ce doute, cette crainte, c'est aussi pertinente aujourd'hui à la veille, justement, de ces joutes électorales qui s'annoncent à grands pas? Merci. Oui. Je crois que je m'en voudrais de ne pas répondre. Vous allez revenir sur quelques propos, justement. D'accord, allez-y très rapidement. Vous savez, c'est cette suffisance-là qui caractérise le Bénin depuis 2016. Et cette manière de croire que seul le président Talon est un génie, c'est une insulte à la mémoire du peuple béninois. Les Béninois, excusez, les Béninois sont intelligents. Il y a autant de génies au Bénin qui peuvent faire mieux, plus que le président Patrice Talon. Et c'est dans cette logique-là... Avant lui, en 2006, il y a un génie qui n'a pas pu faire. Il y a un génie qui a fini, un génie qu'on nous a amené, de toutes les façons, tout blanc, et nous avons vu le bilan. De toutes les façons, c'est vous qui estimez que le bilan de Patrice Talon, du président Patrice Talon, c'est un bilan très élogieux qu'il faut trouver, qu'on ne trouvera pas quelqu'un qui peut
quand même aller dans cette lancée. Ah ben non, c'est je le dis, un doute. nous je vous ai laissé, un instant. J'étais calme, vous avez fait vos développements, permettez-moi. C'était juste un doute, oui, c'est ce que je voulais clarifier. Il y a autant de Béninois qui peuvent assumer cette fonction, et même mieux que le président Patrice Talon. Et vous savez, si le doute subsiste, c'est l'homme lui-même. Je l'ai dit tout à l'heure. Le doute, justement, d'être sûr de ce qu'il y aura. Si vous cultivez le doute, les gens seront craintifs. Et c'est ce qui s'est passé avec le président Patrice Talon. Vous avez cité un certain nombre d'exemples, flambeaux de la jeunesse. Le peuple n'y croit pas, parce que le président Patrice Talon nous a habitués à dire une chose et son contraire. Est-ce que vous êtes tout au moins d'accord sur le fait que les exemples cités, en tout cas tout à l'heure par Lukman Tidjani, sont des exemples aussi qu'on peut toucher des doigts qui parlent d'eux-mêmes sur le terrain, parlant bien évidemment des réalisations, de tout ce qui aujourd'hui au Bénin. Craintif, on dit souvent que le chat échaudé craint l'eau froide. Si il a pu arriver par le passé, s'il a pu arriver par le passé que l'on puisse nous dire une chose et son contraire, permettez à ce que les gens se doutent. La sagesse recommande. En fait, ici sur ce plateau, j'ai comme impression que les doutes ne sont pas les mêmes de vos côtés. Ici, le doute au niveau de Lukman Tidjani, c'est bien évidemment, est-ce que quelqu'un qui, en tout cas, pourra véritablement poursuivre cette dynamique afin que tous les réformes, tous les acquis ne soient pas remis en cause, c'est lui son doute. Mais vous, votre doute se comprend autrement. Naturellement, je l'ai dit, il y aura autant de Béninois qui puissent faire encore mieux que le président Patrice Talon. Vous, au niveau de vous, votre doute, c'est lequel? Parce que Lukman Tidjani a pris le temps, en tout cas, d'expliquer, oui, votre doute à vous. Qui est lequel? Est-ce que ce monsieur-là va tenir parole? Parce qu'il nous a habitués, il nous a habitués à ne pas tenir parole. Mais de façon réglementaire, de façon constitutionnelle, Patrice Talon est resté toujours égal à lui-même. Jusque-là, vous l'avez suivi. Il y a un nombre d'exemples de lois qui sont taillées sur mesure et qui sont votées par lui-même, mais qui ne prend pas en compte les aspirations du peuple. Patrice Talon n'est pas un député pour voter les lois. Vous dites que les lois sont votées par lui-même. Vous avez pris la peine de suivre avec moi la rencontre du président Patrice Talon avec les jeunes, toutes tendances confondues, mais il assume la paternité du code. Le code, ce n'est pas une loi. Le code, monsieur le journaliste. Ça fait partie de ces réformes, justement. Voilà, donc s'il assume la paternité d'une loi en tant que président de la République, c'est qu'il faut considérer que toutes les lois qui sont votées, encore que ce sont des lois qui sont votées par un parlement acquis à sa cause en 2019. Donc vous voyez un peu ce qui se dit là. Donc ce que je voudrais dire et que vous ne me permettez pas de dire, c'est que allez-y. Nous ne vous empêchons aucunement de vous exprimer. Nous ne vous empêchons aucunement de vous exprimer. Le président Patrice Talon a habitué le peuple béninois à ce qu'il puisse dire une chose et qu'on puisse l'attendre là-dessus et qu'il fasse le contraire. Nous, au sein du Parti Les Démocrates, nous savons que la Constitution ne lui permet pas de faire un mea culpa. Donc c'est clair dans la tête de tout le monde. S'il tient à être légaliste comme il le fait, c'est qu'il n'y a pas de doute qui devrait subsister. Mais le peuple est craintif. Il faut comprendre ça. Je m'en vais revenir sur un certain nombre d'aspects parce qu'il a abordé la rencontre avec les jeunes. Oui. Vous savez, et personnellement, deux choses m'ont titillé au cours de cette rencontre. La première, c'est la réponse du président Patrice Talon pour ce qui est de la question relative à la loi sur l'embauche. Monsieur le journaliste, je suis peiné. Je suis peiné parce que, et je vais caricaturer un peu, je dispose d'une potion magique avec laquelle je peux sauver un vieillard. La même potion magique peut sauver tout un peuple. C'est une caricature. Hein? Allez-y. Je décide, moi, parce que le vieillard, il est un ami, je décide de lui administrer cette potion magique au détriment du peuple. Qu'est-ce que je voudrais dire là? Parce qu'il s'est attardé sur une logique de nounou. Avec l'ancien député Guy Mitokwe, il s'est attardé sur une logique de nounou en lui posant la question de savoir, pour lui, en recrutant un nounou, quelle est la satisfaction? Est-ce que ce n'est pas le service qui le préoccupe ou bien le bien-être de la nounou? C'est dangereux pour un président parce que lui, il est dans la posture du chef de la nation, du président de la République, donc de garant de tout le peuple béninois.
entre les employés et le capitaliste, c'est vrai qu'il fut opérateur économique et qu'il est proche des opérateurs des manias, mais ce n'est pas une raison. Et que a fait l'option libérale, ajoutez-le. Dans la posture du président de la République, de garant de l'unité nationale, la logique voudrait que le surplus additionnel qui devrait être, ça doit être du côté des employés, de la classe prolétaire. Nous savons très bien que notre président est un président capitaliste. Le Bénin a fait l'option libérale en 90. Je vous le rappelle. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut brimer le social. Je vous le rappelle simplement. Et je reviens encore sur sa logique de ne pas voir ou bien de ne pas avoir quelqu'un qui puisse mener à bien ces réformes engagées par le président de la République. Vous savez, il ne dit pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse mener. Le doute, c'est que est-ce qu'il faut quelqu'un... L'exemple que je voudrais donner est ceci. Oui. Allez-y. Vous savez, nous pouvons constitutionnaliser ensemble, en s'asseyant, en discutant. On peut s'entendre. C'est-à-dire, dans un projet, nous déclinons les axes et chantiers prioritaires pour pouvoir accéder au développement. On sait que, par exemple, vous aviez parlé de Bénin Alafia. On peut s'asseoir. C'est-à-dire que par exemple, de 2026 à 2031, on dit, dans le document, peu importe, c'est un document constitutionnalisé. C'est ce que je suggère. Que les axes chantiers sur lesquels le président qui va venir doit pouvoir fonctionner, c'est peut-être le domaine de l'énergie, le domaine des transports. Là, on sait que c'est constitutionnalisé et que ce n'est pas un programme d'action d'un clan qui est venu le faire. N'importe qui prend le pouvoir en fonction de son projet de société pourra le réadapter à ce qui est là, comme Caneva. Et ça nous permet d'évoluer. Ce point, pour vous et pour les téléspectateurs, c'est important que je vous le dise, que nous l'avons fait. Vous avez le document de Bénin à la fin 2060, qui au-delà même d'être un document de gouvernance, est allé plus loin. Il y a une loi qui a été votée à ce niveau pour dire que en 2026... Vous avez associé qui? L'association, je vous invite, sur ce document, je vous invite à mieux vous renseigner sur le processus d'élaboration de ce document. Je vous mets au défi de me dire que les acteurs politiques qui sortent de la mouvance de l'opposition, la société civile, les jeunes, les opérateurs économiques, les travailleurs de l'administration publique ont été impliqués. Ça a été un document qui a été élaboré dans un processus très long qui a pris au moins 3 ans, 4 ans. J'ai vu des jeunes de l'opposition, des jeunes de votre parti participer au nom de votre parti à des discussions autour de cette vision que nous avons pour le Bénin au-delà de 2026 et jusqu'en 2060. Plus loin, au Parlement, ce document a été fait, est devenu, on a mis aujourd'hui une loi, quitte à ce que demain, comme vous le dites en 2026, Jean-Paul ou Romain ou Jeanne ne viennent pas dire « moi j'ai une vision pour le pays ». Non. Aujourd'hui, le pays a une vision. Nous avons ensemble, vous et moi, une vision jusqu'en 2060. Restons calqués sur cette vision-là. Et notre objectif, comme je vous le dis aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous trouvons parmi ces milliers de Béninois, ce génie béninois que nous avons, comment est-ce que nous trouvons quelqu'un qui est capable de nous amener vers cette vision-là de 2026 à 2036, quelqu'un d'autre le ferait de 2036 à au-delà de cela, pour faire en sorte que, au-delà des clivages politiques, au-delà des problèmes ou des calculs politiciens que nous avons, la classe, les sociales, nos concitoyens puissent avoir mieux vivre et que notre pays puisse rayonner davantage. C'est très important de le dire. Et cette réforme mérite une large consultation populaire. On est d'accord? Et c'est vrai que le terme dialogue national, conférence vous dérange, mais on peut trouver un autre terme, atchakbodi politique. Le président de la République aime bien utiliser ce terme. Il faut rassembler toutes les forces vives de la nation parce que c'est un document qui engage notre vivre ensemble. C'est un document qui engage le devenir économique et politique de notre pays, le Bénin. Et ce n'est que dans la discussion qu'on pourra trouver un terrain d'entente qui nous permettra d'aller sûrement de l'avant dans la paix et dans la quiétude sociale. Je profite également pour dire que ce n'est pas seulement sur ce genre de documents-là qu'il faut faire une large consultation populaire. Nous avons des problèmes actuellement, surtout sur les lois à polémique votées et par le Parlement monocolore de 2019. Imaginez le nombre de lois qui sont renvoyées au Parlement pour lecture. En combien de temps d'expérience? C'est un problème. Et c'est ce coup de force-là que le président de la République a souvent l'habitude de faire
qui pose problème. J'ai dit tout à l'heure qu'il a dit deux choses et que je voudrais revenir là-dessus. Oui. Je suis revenu sur la loi sur l'embauche tout à l'heure avec son exemple. Mais moi, je dis, un président garant de l'unité nationale devrait quand même prioriser le peuple tout en ne brimant pas les opérateurs économiques. Je suis d'accord. Mais il faut quand même mettre le peuple devant. C'est ce que je voudrais dire. Vous estimez que le président Patrice Talon n'a pas priorisé le Bénin au détriment des intérêts privés, des intérêts personnels? C'est ce que vous voulez, dire? Cette loi sur l'embauche est mortifère pour la jeunesse et pour les employés. Imaginez, ça précarise l'emploi, ça ne sécurise pas l'emploi. Il a tenté de le justifier. Les explications, il a tenté de le justifier. Nous avons comme impression, nous avons aussi comme impression qu'au sein de l'opposition, c'est une chose de son contraire. Voulez-vous aussi, puisqu'il n'y a pas plus tard, quelques jours en arrière, l'opposition a réclamé, le cas de concernant de l'opposition a réclamé à ce qu'il y ait en tout cas une assise d'un entretien. Le chef de l'État initie encore cette rencontre avec la jeunesse. Et vous voyez que, bon, écoutez, nous sommes d'accord, et c'est de notre droit en fait de dire au président de la République, ah, ici, vous avez fauté. Permettez à ce qu'on puisse vous le dire pour que vous puissiez vous améliorer. C'est une très bonne chose. Moi, je l'ai salué dans une chronique. Et c'est vrai que c'est tard, c'est au soir de son mandat qu'il a pu décider d'engager ce genre de discussion une manière de la société civile. Une manière aussi pour vous dire qu'il reste aussi dans le temps, parce que vous l'avez réclamé il n'y a pas longtemps. Il a initié cette rencontre avec la jeunesse. Nous espérons que ça va se poursuivre. Ça se poursuit. Mesdames et messieurs, il y a eu aussi ces propos inattendus à la fin du défilé, le vendredi 1er août 2025 à la place de l'Amazone à Cotonou, en s'excusant justement pour ce qu'il aurait pu faire, pour ce qu'il aurait pu mal faire. Voilà, justement, le chef de l'État a surpris l'opinion et une fois encore a suscité à nouveau du débat dans le rang de l'opinion publique. Oui, on va démarrer cette fois-ci par vous, Lukman Tidjani. Ce geste d'humilité est-il inédit dans l'histoire de la politique nationale, selon vous? Oui, moi je pense que c'est inédit. Parce qu'au-delà de ce geste d'humilité, c'est déjà un bilan qui est assumé. Le chef d'État assume son bilan en exprimant déjà ce sentiment de satisfaction. Et lorsqu'il exprime ce sentiment de satisfaction, il rappelle que beaucoup de choses restent encore à faire. Et après ce bilan assumé, c'est aussi un appel à une transition. Une transition qu'il est important de maîtriser. Le président Patrice Talon à aucun moment, et la fois d'hier l'a rappelé aussi, avant-hier, l'a rappelé qu'il n'est pas le sauveur du pays, qu'il n'est pas un demi-dieu, ou qu'après Dieu, ce n'est pas lui ici. Il rappelle ça en disant qu'il est aussi un humain, qu'il était un acteur temporaire du développement de notre pays, et que dans le feu de l'action, dans la fièvre, dans la volonté de donner le meilleur de soi, on peut faire des erreurs. Ne pas reconnaître ses erreurs, ne pas offrir la possibilité à d'autres personnes de corriger ses erreurs, c'est ça qui est suicidaire. On me dira que oui, on a attiré son attention depuis un certain nombre d'années, mais lorsqu'on est dans l'action, lorsqu'on a une vision, on a une dynamique, on poursuit cela. Aujourd'hui, les résultats sont là. Et le chef d'État a demandé pardon à l'ensemble de nos concitoyens, à nos amis démocrates. Il a demandé pardon au peuple béninois. Il a demandé pardon au peuple que mon ami Dosavi Yovo voit être dans une crainte de non-respect de la parole donnée. Il a demandé pardon à ce peuple pour ses insuffisances, en reconnaissant qu'à un moment donné, il s'est trompé. C'est important de reconnaître cet acte d'humilité. Et que dans notre gouvernance, aujourd'hui ou demain, pour des gens de la jeune génération que nous sommes, nous puissions à un moment donné être en mesure d'assumer notre bilan, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, et offrir le flambeau à d'autres personnes pour pouvoir corriger les insuffisances. Vous avez parlé des lois, vous avez parlé d'un certain nombre de choses. Le flambeau est lancé. Ce n'est plus à Patrice Talon de corriger ces lois. Ces lois, ces éléments ont été écrits, les réformes ont été engagées dans un état d'esprit, dans une dynamique. Le flambeau est là. Si au niveau du Parti Les Démocrates, vous pensez que vous avez un leader, vous avez quelqu'un qui peut prendre ce flambeau et corriger les insuffisances,
vous avez la possibilité de le faire. Le peuple jugera en 2026. Le flambeau est là. Est-ce que Irénée Dossavi et Yovo, vous ne pensez pas que justement c'est un signal fort pour apaiser les tensions si elles existaient, encore que, bon, très point. Ce que le peuple retient, c'est que de la maxime, le pardon est parfois une faute, l'on en vienne quand même à demander également pardon. Ça veut dire que dans le subconscient du président de la République, il sait que le pardon est une vertu. Le pardon, c'est une grandeur d'esprit. Le pardon, c'est unifié. Le pardon permet de penser les blessures. Nous avons bien apprécié ce mea culpa là, mais au-delà de ça, il faut joindre des actes. Le président Patrice Talon a formulé, il a demandé pardon au peuple. Vous savez, le peuple béninois n'est pas... Demandez pardon pour les insuffisances. Pour les insuffisances. Le peuple béninois n'est pas amnésique. On est d'accord? Mais le peuple béninois est grand. Le peuple béninois a cette culture-là du pardon. Je m'en vais rapidement faire cas du général Mathieu Kérékou qui, pendant la période révolutionnaire, la période marxiste-léniniste, a eu une gouvernance un peu critique, controversée par les uns, mais après avoir organisé l'historique conférence des forces vives de la nation où les Béninois se sont vus, ont discuté, le peuple a pu lui donner une chance pour montrer qu'on peut gouverner autrement son peuple. C'est un exemple fort. Nous, au sein du Parti Les Démocrates, nous voulons aider le président Patrice Talon à rentrer dans l'histoire par la grande porte. Et c'est pourquoi nous lui suggérons, en réalité, qu'en dépit du pardon sur des mots, qu'il puisse joindre des actes de paix, de quiétude et de cohésion nationale. Ça passe par la décrispation de l'atmosphère politique nationale et le retour des exilés au pays, la libération des prisonniers politiques, Reki Amadougou, professeur Joël Aïvo, dont j'ai une pieuse pensée pour eux, nos jeunes qui sont en prison pour des délits d'opinion, les journalistes d'investigation. Vous avez vu le rapt qui a été fait la dernière fois. Le pardon devrait emmener le président de la République sur ces chantiers pour qu'il puisse corriger ces imperfections-là. Je m'en voudrais de ne pas aborder la question du code électoral. Vous savez, au cours de la rencontre de la jeunesse avec le président de la République, il a dit une chose. Permettez à ce qu'on expérimente pour voir où est-ce qu'il y a les goulots d'étranglement. Je ne dis pas exactement ce qu'il a dit, mais je ne sais pas dans quelle école de gestion de risque ça s'enseigne. Mais je suis conscient que là où je vais, il y a un risque tangible. J'ai la possibilité de mettre les balises en même temps pour pouvoir... Non pas, nous ne demandons pas forcément au président de la République de revoir le quota de 20%. C'est un apport que je suis en train de faire personnellement. Ce n'est pas la posture du Parti Les Démocrates. Mais je me dis, dans les tests, on peut dire, au cas où, par exemple, aucun des partis n'arrive à avoir 20%, que nous puissions revenir au seuil de 10%. Nous savons que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Maintenant, à la fin, quand la Cour constitutionnelle va trancher et que ce serait en faveur d'un camp ou d'un autre, la paix n'est pas un fin mot, c'est un comportement. Monsieur le Président de la République, nous vous invitons à corriger le tir. Oui, je voudrais juste dire que l'exercice présidentiel a ses limites. Et les limites, on a vu le désastre, on a vu la peine que nos concitoyens ont eue de 2006 à 2016. Et quand nous comparons aujourd'hui, je vais faire l'exercice de comparaison, je m'ose de le faire. Quand je fais l'exercice de comparaison aujourd'hui, je pense que celui qui était plus en mesure de venir demander pardon au peuple ne l'a pas fait. Aujourd'hui, le président Patrice Talon présente ses excuses. Il n'a jamais dit que le pardon n'est pas vertueux. Il a rappelé, en étant changeant avec les jeunes, il a rappelé les vertus du pardon. Il a rappelé d'une manière ou d'une autre l'autosatisfaction et la satisfaction que l'on a en pardonnant aussi, tout en rappelant d'une manière ou d'une autre qu'il ne faut pas tout le temps être dans un cycle de pardon. Quand on veut aller loin, on n'est pas tout le temps dans le cycle de pardon, on ne regarde pas tout le temps en arrière. Vous parlez de dialogue politique, de concertation politique. Le chef de votre parti était dans l'exercice du pouvoir quand en 2011,
au lendemain des élections présidentielles de 2011, où la Cour constitutionnelle a déclaré le chaos, des acteurs politiques ont demandé un dialogue national. Je vous invite à aller écouter la réponse du chef de l'État. Je vous invite à aller plus loin, à réécouter l'entretien exclusif que le chef de votre parti politique avait donné à un certain nombre de journalistes, où en point de menace, en point d'intimidation, de confrontation de nos populations. Je vous invite à aller l'écouter pour voir dans quel camp se trouve la vertu entre hier et aujourd'hui, et dans l'avenir, faire en sorte que si un candidat devrait venir au niveau de votre parti, que ce candidat se retourne vraiment vers l'avenir, plutôt que ces exemples de très célèbres mémoires que nous avons dans notre pays. L'autre chose sur laquelle je voudrais venir, c'est que l'arsenal juridique que nous avons dans notre pays est un arsenal juridique dynamique. Votre parti politique avait promis aux populations, une fois arrivé au Parlement, qui contribuera à la libération de ce qu'ils appellent détenus politiques, qu'ils aideraient ceux qu'ils ont appelés exilés politiques à revenir au pays. Je n'ai pas envie d'entendre que c'est parce que vous n'avez pas la majorité au Parlement que vous n'avez pas pu le faire. Parce que la condition pour aller au Parlement, la condition que vous avez demandé au peuple, ce n'est pas c'était d'aller au Parlement pour le faire. Cette triade que depuis un certain nombre d'années on sort, libération des exilés prisonniers politiques, retour des exilés politiques, cette triade-là, vous avez la possibilité, une fois que vous revenez en 2026, de le faire. Le président Patrice Talon a promis, lorsqu'il était avec les jeunes, de voir à travers le discours fort, à travers le message d'humanisme, à travers le message hautement diplomatique qu'un jeune a porté. Parce que c'est ce message qu'on attendait de la classe politique. C'est ce message que nous attendons des acteurs de l'opposition plutôt que d'être dans un conflit permanent avec la mouvance. Mais ce message d'humilité, d'appel, de demande formelle qu'un jeune a fait devant le chef de l'État. Vous avez vu la réaction du chef de l'État dans sa posture. J'espère que peut-être avant qu'il ne parte, on trouvera d'une manière ou d'une autre cette porte de sortie pour répondre à cela. Mais si cela ne se fait pas, nous sommes dans cette mesure de demander à tous nos concitoyens qui font partie du pays pour une raison ou pour une autre, de revenir. Et si le devoir de redevabilité, de reddition de comptes, leur demande de rendre compte, qu'ils le rendent, parce que ce serait aussi un exemple que nous donnons à la jeune génération. On ne peut pas avoir gouverné un pays. On ne peut pas avoir occupé des postes de responsabilité. Et parce qu'on vous demande de rendre compte que vous sortez du territoire et que vous donnez une casquette d'exilé politique parce que vous estimez qu'il y a une chasse à la sorcière, une chasse aux sorcières ou qu'on est en train de vous matraquer. Le devoir de redevabilité, de reddition de comptes, nous devons de plus en plus l'imprimer dans notre vie personnelle, dans notre vie politique, que tous ceux qui, à un moment donné, ont occupé ou occupent des postes de responsabilité sont en mesure de rendre compte. Lorsque vous êtes dans l'espace public et que vous posez des actes, la liberté d'opinion, la liberté de penser, d'agir, nous l'avons dans ce pays. Ce que nous refusons d'avoir, c'est la liberté d'assumer ces actes-là. Parce que quand nous le faisons, nous ne voulons pas assumer. Nous nous refugions derrière des casquettes, nous nous refugions derrière des agglomérats politiques en disant c'est parce que je me suis exprimé, c'est parce que j'ai fait ce qu'on m'a été. Il y a des milliers de Béninois qui s'expriment. Il y a des milliers de jeunes comme vous qui sont sur les plateaux, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur les médias, qui expriment leur opinion, qui sont parfois en contradiction avec ce qui se passe. On ne vient pas vous inquiéter tant que c'est fait dans les règles de l'art. Je pense, et c'est là où je veux rendre un vibrant hommage. C'est surprenant, mais que je rends un vibrant hommage à votre ami Guy Mitokwe. Vous avez vu la posture républicaine dans laquelle il était, dans un échange courtois, respectueux avec le chef de l'État. Il a montré qu'on peut débattre sans insulter. On peut donner son opinion sans vilipender. On peut partager un certain nombre de choses sans aller dans la diffamation. C'est cette posture-là que nous demandons aux jeunes dans l'espace public. Ne venez pas sur des cas de ceux qui ont passé des années, des mois à insulter, à vilipender, à faire de fausses déclarations, à qui on demande de rendre compte et qu'aujourd'hui vous estimez que ce n'est pas de la liberté d'expression. Que des gens qui
ont géré, à qui on demande de rendre compte, qui fuient, et vous les appelez des exilés politiques. Je dis non, la reddition des comptes, et mettons-la dans notre gouvernance, mettons-la dans notre pratique, que même ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui ont dirigé, ceux qui ont participé à la gestion de 2016 à 2026, si en 2026, quelqu'un vient et leur demande de rendre compte, que nous soyons en mesure de leur dire, ne sortez pas du territoire, venez rendre compte. Il ne faut pas qu'ils sortent, qu'ils viennent dire qu'ils sont des exilés politiques. Oui, vous avez suivi ce développement de votre vis-à-vis. Lookman Tidjani et René. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que quand mon ami Lookman prend la parole, vous le laissez convenablement. Monsieur Dosavion vous laisse alors. Je crois que monsieur René, il n'y a pas photo entre l'ancien président Yahi Boni et le président actuel, le président Patrice Talon, en matière de paix, de promotion de la paix et de la concorde nationale. Imaginez, le président Patrice Talon, c'est un exemple vivant de ce qu'on peut appeler exilé, même si par la force des choses, et les recoins du pouvoir nous ont permis après de comprendre un certain nombre de choses. Moi, je me suis amusé à lire intégralement l'ouvrage du juge Angelo Rousseau, Je ne suis pas un héros. Et je crois que le président Yahi Boni, c'est un homme de paix. Parce qu'il a permis... Vous regardez la vidéo aussi, la vidéo de l'entretien avec les journalistes. Naturellement, c'est un homme de paix. Parce qu'il a permis le retour de l'homme d'affaires Patrice Talon au Bénin, lui a facilité la possibilité d'aller aux élections et de gagner les élections. Il n'y a pas une marque d'humilité, une hauteur d'esprit, une grandeur d'homme à sa liesse. Il faut saluer le président Yahi pour sa posture. Et nous avions battu campagne, effectivement, pour revoir les lois scélérates, chrysogènes, mortifères pour le peuple béninois. C'est vrai que nous avons battu campagne sur le fait qu'il faille libérer les prisonniers politiques et faire revenir les exilés. C'est une question de conviction morale. Mais vous savez, le nombre de familles que ça touche, les gens qui sont en prison pour délit d'opinion, persécution politique, le nombre de familles que ça impacte. Faites-nous le bilan de la promesse. Nous sommes dans une logique de paix et de cohésion nationale. Que le président, s'il estime que son pardon est sincère, qu'il fasse ce dégel-là. Ou bien, libérer les gens de prison, encore que, par exemple, dans nos dispositions, quand vous êtes condamné, vous n'êtes pas éligible. Si c'est la crainte que ceux-là puissent être candidats, ils sont condamnés. On veut qu'ils rendent compte. Ils sont condamnés. Donc, on peut toujours leur permettre de recouvrer leur liberté pour le bonheur de leurs familles respectives et le bonheur du peuple béninois. Par rapport aux lois chrysogènes là. Mais c'est regrettable. Vous aimez trop ce mot dans votre parti. Non. Le mot chrysogène, vous l'aimez dans votre parti politique. Une loi qui porte en lui les germes d'une crise. C'est une loi chrysogène que le président de la République puisse permettre à ce que ces lois-là, qu'il puisse donner son feu vert à la majorité présidentielle pour qu'il puisse faciliter la relecture de ces lois-là. Vous savez, nous avions initié, nos députés ont initié un certain nombre de lois. Il y a actuellement sur la table des députés une loi modificative portant modification de la loi sur l'embauche. Nous avions fait des propositions. La loi portant réforme du système partisan. Nous avions fait des propositions. Seulement que nous ne disposons que d'une minorité à l'Assemblée nationale. Nous sommes conscients que pour évoluer, il faut baliser le terrain. Mais baliser le terrain de telle sorte que nous puissions éviter les crises à l'avenir. C'est ça le souhait de tous. Nous invitons le président de la République à comprendre ce cri de cœur du peuple, ce cri de cœur des voix politiques, pour que quand même notre pays puisse éviter le chaos. Nous n'avons nulle part où aller. Nous sommes béninois. Vous et moi, nous sommes là. Nous voulons la paix. La paix n'est pas un fin mot, c'est un comportement. Nous sommes dans un pays de paix. Pardonnez, le peuple accepte votre pardon, mais pardonnez et libérez les prisonniers politiques. Vous et moi, permettez à ce que nous sommes dans un pays de paix. Nous sommes dans un pays, vous et moi, d'un pays de paix. Nous sommes dans un pays de paix. Je voulais vous rappeler au Parlement que vous avez ce que vous avez appelé une minorité, mais une minorité de blocage, qui a bloqué un projet qui pourrait nous permettre d'éviter ce que nous avons aujourd'hui. Quand vous parlez du 20%, des 10%,
avant les dispositions de 20 et 10%, il y a un projet qui a été introduit à l'Assemblée nationale. Mais vous avez eu une minorité de blocage qui a bloqué cela. Et les résultats, vous êtes là aujourd'hui. Les résultats, vous êtes là aujourd'hui à vous apitoyer sur ce sort-là. Je pense qu'à un moment donné, quand il y a des choix politiques qui sont faits, les choix politiques qui sont faits au Parlement par vos députés, il faut être en mesure de les assumer. Les actions qui sont menées par des acteurs politiques de vos camps, il faut leur demander de venir, les encourager à assumer. Quand vous parlez d'exilés, vous parlez vous oubliez des Béninois qui ont été de 2016 à 2025 dans l'exercice du pouvoir, mais qui sont en prison parce qu'ils rendent compte, parce qu'ils ont décidé de rendre compte. Certains sont même allés en prison et en sont sortis parce qu'ils ont compris qu'il était important pour eux de rendre compte. Demandez à vos amis s'ils pensent qu'ils n'ont rien à se reprocher, ceux qui sont condamnés, qui viennent au pays, qui commencent à se mettre à la disposition de la justice et dans un élan patriotisme au regard de ce que vous avez dit, de notre magnanimité, de notre humanisme, avec le président Patrice Talon ou avec celui qui viendra en 2026, nous allons ensemble faire le plaidoyer pour que ces gens-là puissent retrouver la liberté. Parce que pour moi et comme vous, la liberté est une vertu et qui renonce à sa liberté, renonce à sa condition d'homme. Je ne souhaite la prison à personne. Je veux que tout le monde soit libre et que dans la liberté, nous travaillons ensemble à construire ce pays. Merci. Et à rendre le Bénin fier pour les générations à venir. Merci. Oui, vous avez quelques secondes rapidement aussi pour conclure. Ok, merci monsieur le journaliste. Merci à mon ami Loukman d'avoir participé à ce débat. Et je crois que j'ai une invite au président de la République. En dehors de ce que... Oui, monsieur le président de la République, cher papa, se tromper est humain, mais y persévérer est diabolique. Ma conviction profonde, c'est que le président de la République puisse sortir par la grande porte. Et il a déjà fait un mea culpa en demandant le pardon au peuple. Il faut qu'il joigne des actes à sa parole. Il faut libérer les prisonniers politiques, les meneurs d'opinion. Il faut permettre aux exilés de rentrer au pays. Il faut engager un dialogue franc et sincère qui nous permette de jeter les bases de notre vivre ensemble, notre vivre en commun, de permettre à ce que notre pays puisse demeurer en paix et qu'il nous laisse notre pays en paix comme il a pris en Merci. Mesdames et messieurs, à chacun et à tous, nous disons merci pour votre sympathique attention sur ce plateau. Oui, Irénée Dossavi Yovo, il est membre justement de la cellule de communication du parti de l'opposition, les démocrates. Sur ce plateau, vous avez suivi donc ces analyses sur les différents sujets que nous avons abordés sur ce plateau. Ici ce dimanche, en face de lui, c'est bien sûr Loukman Tidjani, membre du parti Bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle. Nous avons abordé deux sujets sur ce plateau. Oui, les propos du chef de l'État, le président Patrice Talon. Personne ne peut m'attacher au fauteuil présidentiel, je m'en vais. Nous en avons parlé sur ce plateau. Vous avez suivi les avis de nos invités sur ce plateau en deux. Que retenir justement les réponses des propos, j'allais dire, du chef de l'État à la fin du défilé, notamment les excuses pour ce qu'il aurait pu mal faire. Vous avez également suivi les propositions, oui, des réponses des deux camps. Merci de nous avoir suivis. Dimanche, c'est politique se poursuit juste après nous. C'est le plateau. Oui, 26 minutes en Afrique et dans le monde. Angèle Tobola reprend l'antenne afin de conduire cette émission jusqu'à sa fin. Restez toujours en position d'écoute, car il reste encore à venir. Sans oublier justement que nos productions sont à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site Internet, c'est www.etelebenin.com, notre page YouTube Etele Benin, notre page Facebook Etele en direct et notre compte X Etele en live. Sans oublier l'application iOS et Android que vous pouvez télécharger gratuitement pour suivre en direct toutes nos productions. Restez donc avec nous car l'information se poursuit.